Ouais, grosse déception de ma part de me dire que j'aurais pu sortir cette vidéo-là avant le 31 décembre. Je dois vous avouer que j'ai été plutôt naïf. Mais bon, cela ne m'empêchera pas de vous diffuser quand même ce top de l'année malgré tout. Bonsoir, bonjour, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui c'était censé être la dernière vidéo de l'année dernière. Mais bon, l'année dernière c'était hier alors je tourne cette vidéo, donc j'ose à peine imaginer quel jour ça sera quand la vidéo sortira. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera ce week-end, hein. Alors je vous parle le premier week-end de l'année en tout cas. Mais oui, j'ai oublié quand même de le préciser. Bonne année à toutes et à tous mes chers viewers, mes chers abonnés et toute personne qui regarde cette vidéo et sur lesquelles ils tombent dessus. Ouais, d'ailleurs au passage j'ai oublié de vous préciser un truc. Si jamais il y a du bruit, c'est les voisins d'en haut. Ils sont complètement fous, ils sont complètement berceaux. Du coup ça les empêche pas du coup de faire les fous au-dessus d'un appartement et de foutre un bien gros boucan histoire de faire chier. Mais aujourd'hui le sujet de la vidéo, je pense qu'à ce stade vous êtes habitués. Oui, le flop de l'année 2024. Enfin, le top de l'année 2024 cette fois-ci. Parce que le flop on l'a déjà fait mercredi dernier, hein. Si vous avez envie d'aller voir la vidéo, allez-y. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que malheureusement, on n'a pas réussi à dépasser la barre des 300 abonnés l'année dernière, histoire de bien la commencer. Donc faites-la au moins, commencez dans le bel ordre possible pour faire passer la barre des 300 abonnés dans le mois qui suivra, s'il vous plaît. Hein. Je veux au moins atteindre la barre des 300 abonnés au plus tôt possible, s'il vous plaît, parce que je pense que ça me ferait extrêmement plaisir. Vous imaginez pas à quel point. Si vous n'avez pas envie, demandez à vos potes. Je suis sûr que eux ils seraient consentants à s'abonner à ma chaîne, hein, ce serait bien. Et déjà, on peut déjà faire un constat de l'année 2024. C'était comment? Globalement, contrairement à 2023 où là c'était assez catastrophique au point que l'on a eu vraiment que 4 vraiment excellents films qui sont sortis du lot cette année à la personne des 4 films que j'ai mis dans ce top de l'année, hein, que vous pouvez aller voir comme vous voulez, hein, bien sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, cette année-là en 2024, elle a été extrêmement variée. On a eu pratiquement de tout, que ce soit du bon ou du mauvais, peu importe quel côté, on a quand même eu énormément de variété. Déjà, contrairement à tous les tops que j'ai fait au cours de ma vie et même de cette chaîne YouTube, il y a des films d'autres nationalités que américaines ou anglaises. Et ça, c'est un petit peu réconfortant et surtout ça fait un petit peu plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un peu plus de variété de pays au travers de ma liste. Ça fait du bien quelque part de respirer et de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Parce qu'on va pas se mentir, se concentrer que sur l'Amérique, des fois ça pique un peu. Autant on a eu que du drame et du blockbuster, on a quand même aussi eu de la science-fiction, hein, et un petit peu plus pas mal, hein, quand même, au vu de ce qu'on a eu cette année. On a aussi eu, de la comédie, un petit peu, mais bon, dites-vous que là, sur la liste que j'observe d'ici, ouais, il y a juste, allez, je vais la compter comme une comédie, celle-là. Enfin, et c'est le film que j'ai vu récemment cette année, qui est sorti récemment cette année, vous verrez lequel. Tout comme on a eu de la science-fiction et de l'animation. Non, science-fiction, j'ai déjà dit, mais oui, on a eu, 2-3 bons films d'action. Et encore, il n'y en a qu'un seul qui est sorti du lot cette année, et vous allez voir très exactement lequel. Et là, la question se pose, c'est lequel, le numéro 1, le numéro 10, et tout le reste de la liste, qui est classé comme film de l'année? Quels sont les 10 meilleurs films sortis cette année? Alors déjà, je tiens à rappeler un truc. Déjà, de 1, je rappelle que je n'ai pas vu tous les films sortis cette année, je préfère rappeler. Je n'ai malheureusement pas pu voir The Substance, ou encore même, je sais pas, moi j'ai pas vu tout, quoi. Je n'ai pas vu Megalopolis, et encore moins Boku no Hero Academia, The Two Hero, là, ou le dernier film de Boku no Hero Academia, quoi. Mais voilà, dites-vous que en termes de films cette année, il y a eu tellement de trucs qui est sorti dans un si court laps de temps que franchement, j'ai pas eu le temps de tout voir. Et surtout, j'ai pas eu le temps de dépenser suffisamment d'argent, tout simplement parce que j'ai pas assez d'argent tout court, hein. YouTube ne paye toujours pas. Et aussi, en ce qui concerne la liste de YouTube, je ne prétends absolument pas maintenir ou détenir carrément la vérité absolue ou véritable qui fait que je suis un vrai qui connaît le cinéma ou quoi que ce soit. Au contraire, cette liste, elle est totalement subjective, comme toutes les listes de top de l'année que vous regardez, hein, de toute façon, mais à ce stade, je pense que c'est bien aussi précisé, au cas où il y aurait des détraqués mentaux qui viendraient mettre dans les commentaires des trucs, ah mais vas-y, pourquoi est-ce que t'as pas mis Mad Max Furiosa en premier, c'est le meilleur film de l'année, nanana. Bon, ok, si tu veux. Mais faut pas oublier que les tops et les flops et les listes de manière générale, c'est subjectif. Parce qu'il y aura un film qui sera peut-être bon qu'un autre selon certains, et ce même film sera peut-être encore meilleur que le film qui était considéré comme moins bon que par les autres.
Je sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que vous m'avez compris, hein, donc c'est ça bien. Ensuite, on prendra que les films sortis en 2024, c'est logique, c'est un top de films de 2024, que ce soit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il faut qu'ils soient sortis dans ce laps de temps de l'année 2024, sinon, bah, ils ont pas accès à la liste, hein, c'est aussi simple que ça. Si on a fait le tour des règles, et bah, je pense que l'on peut entamer immédiatement la liste, parce que, bah, ça fait un moment que vous attendez ce top de l'année, et je pense que il est peut-être temps de rattraper le retard que l'on a toutes et tous entièrement perdu. Let's slow down. Et on commence très fort cette liste avec un film avec Tom Hardy bien évidemment, un acteur très apprécié par le public, à savoir The Bike Rider. Bike Rider c'est... Allez, la petite surprise de l'année que j'avais envie de me faire, et surtout aussi parce qu'un ami m'y a invité, et du coup je me suis donc incrusté dans son invitation. Disons que pour faire simple, The Bike Rider nous raconte l'histoire d'un gang de motards qui a eu énormément d'influence dans la région dans laquelle il vivait, et on va plus ou moins suivre la biographie de certains, notamment l'un des personnages joué par un acteur connu, dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas l'affiche s'affiche ici, et du coup bah ça va être à peu près ça l'histoire, suivre la biographie de ces nombreux motards, même de ces personnages principaux qui bah, a soit bien soit mal vécu leur époque avec ce gang de motards, et globalement ça va être ça l'histoire, sachant que c'est inspiré d'un livre qui lui aussi est inspiré d'une histoire vraie. J'ai trouvé le film, en plus d'être très introspectif, bah super intéressant si vous voulez mon point de vue, à savoir que les personnages principaux sont très intéressants à suivre, au point que tu te demandes à chaque fois qu'est-ce qui va arriver à l'un d'entre eux tellement tu t'es attaché à certains. Je pense notamment à l'actrice principale qui est elle aussi jouée par un acteur, enfin bref, c'est une actrice connue quoi. Et à chaque fois que le chef de gang intervient, à savoir l'acteur joué par Tom Hardy, oui je sais, c'est le seul gars que je connais du lot, mais voilà, c'est aussi celui qui sort un petit peu du lot. Et bah à chaque fois il t'a, déjà parce que Tom Hardy est un excellent acteur, hein, c'est obligé de panier ça, c'est sûr, mais surtout aussi parce que et bah l'histoire te captive. En fait, bah The Bike Rider c'est un très bon film juste pour ça, parce que t'as des acteurs qui font leur boulot, contrairement à certains films que l'on a regardé cette année, et surtout aussi parce que l'histoire arrive à quasiment te prendre dès le début, et c'est en ça que le film je l'ai trouvé super intéressant. Et en plus de ça, t'as aussi un caméo de Norman Reedus, donc si tu as détesté les dernières saisons de The Walking Dead, et bah tu pourras profiter de son magnifique charisme qui dure malheureusement que quelques minutes. Ah, c'est nul la vie, hein. Bref, si vous aimez les motos, les gangs, etc., et bah The Bike Rider sera sûrement le film fait pour vous. Et on perd pas plus de temps, on passe au 9ème. The question is, do you have it in you to make it epic? On a parlé de véhicules dans la place précédente, et bah là maintenant, on va aussi rester sur des véhicules. Et celui-là, je pense que il va faire zaf pas mal de fans, et j'en vois certains écrire dans les commentaires encore une fois: putain, mais vas-y, il est sérieux le mec, d'où est-ce qu'il met le meilleur film de l'année, Mad Max Furiosa en 9ème position, nanana, wallah, je vais me suicider si jamais vous confirme que c'est le cas. Alors attention, ça veut pas dire que le film est nul. Parce que sinon je l'aurais pas mis dans le top de l'année, réfléchissez un petit peu, vous avez des consciences, non? Eh ben apprenez à vous en servir, putain. Bref, Mad Max Furiosa du coup, 9ème position. Pourquoi? Soyons honnêtes, l'origine story de Furiosa est ouf. C'est vrai, l'histoire te captive dès le départ. La découpation en chapitres est très intéressante et plutôt bien vue. Chris Hemsworth a énormément de charisme. Bref, c'est un très bon film, peut-être même un excellent film. Mais du coup, qu'est-ce qui carré le reste? Eh bah, deux choses. D'abord, on va commencer par celui qui ressort le plus et qui paraît sûrement le plus évident, les effets visuels. Aïe 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 aïe. Franchement les gars, Mad Max Fury Road est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'est quasiment incroyable de voir à quel point le 7ème art a été capable de faire quelque chose en 2015 à cette époque-là. C'est peut-être mon reboot préféré, enfin mon remake préféré de film culte de l'époque d'il y a très longtemps. Mais Furiosa pour moi est en dessous pour cette raison. Parce que si Mad Max Fury Road a réussi là où Furiosa a échoué, c'est déjà nous embarquer dans de magnifiques décors qui sont tellement beaux à voir que franchement ça te captive. Puis ensuite, eh ben, c'est des vrais véhicules qui sont entrebalancés dans chaque plan. C'est des vraies cascades qui sont en train de s'enfiler devant toi. Au point qu'à chaque prise qu'ils sont faits, tu te demandes comment est-ce que ces derniers ils ont fait pour pouvoir nous offrir d'aussi beaux plans à chaque plan. C'est incroyable. D'ailleurs, le présentateur dans l'épisode de Chronic Fiction consacré à Mad Max Fury Road justement, aura dit justement dans cette vidéo que ce film est tellement incroyable que presque chaque plan est touché par la grâce. Ici, tout est
touché par la grâce. Les cascades s'affranchissent du numérique. L'univers est façonné à l'extrême et le montage est endiablé. Voilà pourquoi Mad Max Fury Road laissera l'humble spectateur le souffle coupé. Là où Fury Road s'affranchissait de chaque effet pratique de données, et bah Furiosa, lui, bah il est obligé soit de piocher sur des fonds verts, soit d'utiliser des effets spéciaux archi dégueulasses. Bon, pour le feu, je peux un minimum comprendre parce que t'as pas envie de voir tes acteurs principaux crever vivants. Mais surtout, et bah parce que ça fait moche. Voilà. Bref, niveau effets spéciaux, c'est pas ouf. Et ensuite, c'est quoi le second problème, me direz-vous? Et bah moi, j'ai un énorme problème avec Chris Hemsworth. Chris Hemsworth me fatigue. Franchement, il me saoule. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'avoir affaire à Thor. Mais pas le Thor que l'on a vu au début du MCU. Non, 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 pas le Thor que j'adore. Au contraire, le Thor que les fans adorent. À savoir, le Thor un peu drôle, le Thor un peu cartoonesque, un peu marin, qui aime bien faire le malin devant les autres. Bref, c'est... J'en peux plus. Voilà, juste, j'en peux plus de cet acteur-là, j'en ai marre. Et encore, si dans Transformers One, comme on va le voir tout à l'heure, il passe superbement bien, et ben je suis désolé de vous dire ça, mais dans ce film-là, Mad Max Furiosa, ils auraient pu donner ce rôle à un acteur qui aurait pu le faire mieux. Ou alors, je sais pas moi, changer la personnalité de l'acteur, parce que Chris Hemsworth, c'est un excellent acteur, et on l'a vu à plusieurs reprises. Or, là, depuis qu'il a fait Thor, j'ai l'impression que c'est devenu un prétexte, voire même devenu carrément un cliché d'avoir à faire jouer Chris Hemsworth comme le personnage de Thor dans chacun de ses films. Et c'était déjà le cas dans Men in Black International, et là dans Mad Max Furiosa, ils ont été obligés de nous remettre le couvert, ce qui du coup rend l'antagoniste principal de ce film inintéressant au possible. Et ce n'est pas les caméos de Immortan Joe qui vont arranger la chose et qui vont faire un minimum relever le niveau, parce que oui, Immortan Jones, il a un petit peu l'équivalent de l'utilité de ma panière à linge dans ma chambre. C'est-à-dire absolument rien, à part un petit peu gêné. C'est triste à dire de la part d'un des meilleurs antagonistes de ces dernières années. Après, vous allez me dire que je trouve ce film nul. Mais non, encore une fois, j'ai quand même mis dans le top de l'année. Déjà parce que, bon, niveau scène d'action, on est toujours au sommet. Hein, mais en même temps, quand George Miller sort de Mad Max Fury Road, c'est un petit peu normal qu'il puisse nous offrir ce genre de scènes absolument spectaculaires à chaque fois. Il y a des scènes de course-poursuite qui restent toujours aussi captivantes aujourd'hui. Et même l'histoire autour de Furiosa est superbement bien pensée. Et l'histoire est même prenante autour de Furiosa. Et ça... bah, je peux pas nier, c'est un excellent film à ce sujet. En fait, si je le mets en 9ème place, c'est que, bah, niveau scène d'action, on a quand même eu Mad Max Fury Road. Et moi, dès que je vais voir un film Mad Max, je m'attends à un minimum d'action, voire même de l'action, bon, pas non-stop quasiment, hein, comme j'ai vu avec Mad Max Fury Road. Hein, sur ça, je pense que j'ai déjà eu ma dose depuis fortement longtemps. Non, non, je veux dire, ce film, il aurait pu... comment dire, j'ai juste l'impression qu'il manque un petit parfum, un petit quelque chose qui fait que ce film l'aurait largement plus démarqué contrairement à son aîné. Peut-être aussi c'est parce que l'histoire de Furiosa, malgré le fait qu'elle soit intéressante et peut-être pour moi a étiré un petit peu trop à la longue, je veux bien qu'on divise le film en plus de 5 parties à la Quentin Tarantino, mais je trouve qu'il y a quelques longueurs, quelques scènes qui ne méritent pas forcément d'être là, et ça fait que bah il y a certains plans, certaines scènes, etc., que je trouve personnellement un petit peu inutiles. Malgré que le reste c'est superment bien carré, hein. Déjà, bon, avec la prestation de Anya Taylor-Joy, forcément cette dernière joue extrêmement bien le rôle de Furiosa, hein. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une Furiosa jeune, même si pour moi les traits de caractère sont pas très respectés entre le film de 2015 et le film de 2024. Mais s'il y a bien une seule chose qu'il faudra retenir de ce Mad Max Furiosa, c'est que c'est le genre de blockbuster d'action dont on a un petit peu besoin dans le paysage hollywoodien, surtout à une ère où le paysage hollywoodien devient de plus en plus médiocre et de plus en plus catastrophique, notamment avec les films d'action et les gros blockbusters pétés de thunes, comme on l'a vu justement dans le flop de l'année que je vous invite à voir. Mais bref, je vais pas non plus tourner autour du pot, puisque de toute façon, la majorité des gens, voire même tout le monde en a déjà parlé à sa sortie. Mais oui, Mad Max Furiosa est un très bon film, voire même un très grand film, mais c'est pas un excellent film. Enfin, bien sûr qu'il est excellent sur beaucoup de points, mais pas dans toute sa globalité, contrairement à son aîné Mad Max Fury Road. Parce que ouais, rivaliser avec ce mastodonte, c'est l'une des choses, si ce n'est peut-être la chose la plus compliquée, voire même la moins évidente à faire de nos jours dans le paysage hollywoodien. Parce que ouais, en termes de films d'action, personne ne le dépassera. You are not prepared for what is to come. Vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'ai mis un film comme Dune 2 au-dessus de Mad Max Furiosa ? Et bah, comme je vous ai dit, les effets spéciaux. Le problème de Furiosa, comme je vous ai dit, c'est que il y a des effets spéciaux qui sont tellement mal faits que bah, ça te sort un petit peu du film et tu te dis, franchement c'est dommage, ça aurait pu être mieux fait. Et Dune 2, c'est quasiment
tout l'inverse, à savoir une production design quasi impeccable et des décors soignés et qui te montrent à quel point le désert de cet univers est vaste. Tout ce qu'avait fait Mad Max Fury Road justement, et ce que Dune réussit à faire, et là où Furiosa n'y arrive presque pas à certains moments, et c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus. Je vais pas m'étaler sur absolument tout ce que j'ai dit sur Dune 2, puisque déjà j'en ai fait toute une appréciation sur le premier et le deuxième opus que je vous invite à voir si vous en avez envie, mais surtout aussi parce que, j'ai pas grand chose à rajouter non plus. Après tout, bon, Timothée Chalamet il crève l'écran, c'est officiel, hein, Timothée Chalamet va devenir une star dans les années à venir si ça continue comme ça. Déjà avec Wonka, il était déjà très bien je pense, et là si ça continue comme ça, peut-être que ce dernier va aller un petit peu plus au sommet de la pop culture. Zendaya, elle aussi, plus que crever l'écran, elle est extraordinaire, beaucoup plus en tout cas que dans la trilogie Home de Spider-Man. En même temps, c'était pas si compliqué, t'as vu comment elle joue dans ce dernier, franchement, elle a rien pour elle dans ce film-là. Alors que là, ouais, franchement, ça fait du bien d'avoir une Zendaya un peu plus libérée et qui montre ce dont elle est un minimum capable. Même si pour moi, je pense qu'elle est capable de mieux. Mais bon, après elle est jeune, elle aura de quoi montrer de quoi est-ce qu'elle est capable dans les années qui viennent. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la BO de Hans Zimmer, même s'il y a un détraqué dans les commentaires qui est venu me dire le contraire en disant que la BO de Hans Zimmer est extraordinaire. Non, je suis désolé. Pour moi, Hans Zimmer a du mal à tenir en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas pourquoi est-ce que le gars il a du mal à essayer de se relever, mais c'est bon. Les gars, moi j'écoute pas du Hans Zimmer juste pour entendre un c'est bon frère, moi je veux juste entendre du Hans Zimmer qui est capable de me captiver à chaque BO qu'il est composé, que ce soit ce qu'il a fait avec un Blade Runner 2049 ou encore ce qu'il a fait avec un Interstellar et bien d'autres encore. C'est ça qui a aussi fait la force de Hans Zimmer au travers de ces années, à savoir se varier dans sa propre bande originale. Et là, ce qu'il n'arrive malheureusement pas à faire dans Dune 2, il y a des musiques qui sont trop présentes à mon goût, et ça, c'est un petit peu dommage. Denis Villeneuve, il fait du Denis Villeneuve, quoi, hein, à savoir des gros plans bien travaillés, etc., etc. Juste des plans peut-être un peu trop mis par allonge, et franchement, moi, je pense, je couperais 2-3 petits plans, juste histoire de les raccourcir, parce que moi, je pense qu'un plan de 3 secondes, ça a plus de valeur qu'un plan de 7 à 9 secondes. Vous imaginez si j'étais là comme ça et je vous regarderai avant la coupure pendant plus de 9 secondes. Vous voyez comment on se fait chier, c'est long. Et pour répondre à certaines critiques que vont me dire beaucoup d'entre vous, comme quoi, ouais mais vas-y, d'où est-ce que tu me permets de critiquer ce film parce que Denis Villeneuve il s'est pas réalisé? Déjà, j'ai pas dit que Denis Villeneuve ne savait pas du tout réaliser, mais j'en vois certains venir me dire « Attends, tu permets de dire qu'on s'ennuie devant les films de Denis Villeneuve, etc. etc. » Alors que c'est souvent, justement, les mêmes critiques qui disent que l'on s'ennuie devant 2001 l'Odyssée de l'espace, justement, et qui viennent ensuite répéter ce genre de critiques derrière. Les gars, je comprends pas vos goûts, essayez d'être cohérent, essayez d'être précis, parce que c'est lequel qui est le plus ennuyeux? Un film qui compose des plans longs, ou un autre film qui compose des plans assez longs pour que le spectateur puisse comprendre plus ou moins ce qu'il y a à comprendre. Mais bref, de toute façon, je vais pas m'étaler sur ce genre de sujet, puisque de toute façon, je ne ferai que m'égarer sur beaucoup d'autres points, et puis de toute façon, on va pas plus parler de ce film, j'en ai déjà suffisamment dit comme ça. Je le mets en numéro 8 de l'année, parce qu'il a quand même un minimum sa place, déjà avec des effets visuels toujours aussi impeccables, c'est du Denis Villeneuve quand même, mais surtout aussi parce que l'histoire elle arrive quand même à nous captiver, l'histoire de ce fameux prophète qui a été promis à ce peuple, prévu pour pouvoir les sauver d'envahisseurs qui veulent les coloniser et imposer leur pouvoir, tout ça pour avoir une richesse globale sur l'entièreté de l'univers. Je suis comme beaucoup d'entre vous, j'attends avec grande impatience le troisième et sûrement le dernier opus de la trilogie, en espérant que je dirais pas jusqu'à dire qu'on est à faire de la masterclass, mais au moins qu'on ait une très bonne trilogie de science-fiction qui arrive à s'inscrire avec les autres très grandes trilogies de science-fiction. Quelle grande et belle journée! Ouais, mes transitions, elles sont plutôt bien faites quand même, avouez. On est passé, d'un film de moto à ensuite un film de véhicule qui se passe dans un désert, puis ensuite on est passé d'un film de véhicule dans un désert à un désert carrément, et là on est dans la SF. Et du coup, quitte à ce que l'on soit dans la SF, restons encore un petit peu dans de la SF de monde post-apocalyptique, plus ou moins. Avec cette fois-ci, Kingdom of the Planet of the Apes. J'avoue que cette transition elle est un petit peu foireuse, je dois s'avouer. Kingdom of the Planet of the Apes, ou bien la planète des singes, le nouveau royaume. Ouais, ce nom est toujours aussi éclaté, je m'en excuse. Le nouvel opus de la saga culte de la planète des singes, entamé déjà en 1968 et qui continue encore aujourd'hui, et
qui est en plus cette fois-ci sorti sous Disney. Et vous vous souvenez de lorsque je parlais de Alien Romulus dans mon flop de l'année, comme quoi je disais que ce film, c'est un petit peu le genre de film fait sous Disney qui est fait pour gâcher une licence. Et ben Kingdom of the Planet of the Apes, et même la saga de la planète des singes de manière générale, ça a toujours été, peu importe l'époque, la saga qui est le plus sortie du lot. Bon, sauf le film de Tim Burton, mais lui, quand le film a été annoncé, bon, j'ai fait toujours une appréciance, là aussi, hein, vous pouvez toujours aller voir, et ben j'ai été extrêmement perplexe, parce que déjà, une grosse licence quand même, sous les mains de Disney, surtout vu de ce qu'ils ont fait dans nos dernières licences, tu vois, ça peut faire peur. Mais je dois avouer que, contrairement à Dune 2, qui lui, bon, bah, se permet justement de, comment dire, juste de... Bon, d'être un peu ennuyeux, hein, c'est bon, hein, je suis obligé de l'admettre à certains moments. Bah, Kingdom of the Planet of the Apes, je l'ai trouvé beaucoup plus divertissant que Dune 2, je m'explique. Déjà, on nous a introduit au personnage de Noah qui est super intéressant et qui est même pas inspirant à certains moments. Quand tu veux voir un bon film de science-fiction, t'es obligé de t'attacher à ce genre de personnage, surtout quand ça se passe dans un monde, bon, quasiment post-apocalyptique, mais je pense que vous voyez le genre, quand tu vis dans un monde post-apocalyptique, tu as envie de voir ce genre de personnage à suivre, à savoir un personnage qui se retrouve seul malgré lui au milieu d'un monde perdu, qui va devoir être obligé de se débrouiller seul, en compagnie bien sûr, aux côtés de un maître qui va devoir lui apprendre toute la culture humaine et le fait que il y a eu du changement depuis l'époque César. Bref, pour moi, Noah, c'est la grande force de ce film-là. Le fait qu'il arrive déjà à nous captiver en tant que personnage principal est un excellent plus, surtout pour la suite de ce qui va arriver dans le reste de la saga. Ensuite, en parlant de ce monde, quand tu as connu l'univers de la planète des singes, ou voire même que tu le connais pas, et bah t'arrives quand même à être embarqué dans ce monde. Toi beau ne avoir vu ou ne pas avoir vu justement tous les films de la planète des singes, voire même aucun si jamais, ou peut-être celui de Tim Burton, on sait jamais, et bah malgré tout ça, tu seras quand même invité dans ce nouveau monde et invité presque à le connaître, à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, pourquoi est-ce que c'est comme ci, pourquoi est-ce que c'est comme ça, quelles ont été les nouvelles coutumes et les nouvelles cultures, qui sont les Nova. Bref, t'es intrigué de ce nouveau monde qui t'est présenté devant toi. Et aussi, il faut qu'on parle des effets spéciaux, à quel point ils sont beaux. La performance capture n'est pas aussi parfaite que dans la planète des singes suprématie, mais très franchement, ça fait plaisir d'avoir affaire vraiment à des singes ultra réalistes et bien faits, surtout à une époque où niveau effets spéciaux cette année, notamment avec Mad Max Furiosa, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est la dèche, mais vraiment la dèche énorme. Donc merci de nous offrir de très bons effets spéciaux des Weta Digital, je sais plus qui a fait le film, mais en tout cas je crois que c'est eux. Même si malgré tout ça, il y a 2-3 défauts, mais en même temps ce sont des défauts que tu peux reprocher à des premiers opus de chaque film. Donc du coup, j'attends la suite et avec de très grande curiosité pour voir exactement où est-ce que ces derniers vont nous emmener avec cette saga. Surtout que je rappelle encore une fois, au cas où c'est pas clair pour tout le monde, mais c'est quand même fait par Disney. Et quand Disney, ils ont une saga en général, et ben il faut toujours les garder à l'œil parce qu'on sait jamais ce de quoi ils sont capables. Our destiny awaits. You were right about one thing. This ends now. Bon, on a été assez sérieux, on a parlé de gros sujets quand même, et si maintenant on partait maintenant sur suffisamment de bonne légèreté, histoire un petit peu de se reposer avant que la suite n'arrive. Sonic, le film 3. Sûrement le film qui, je dirais même que c'est le meilleur film de cette fin d'année. Après, ouais, tu regardes la concurrence qu'on a eue dans cette fin d'année, c'était pas si compliqué à égaler. J'ai fait il y a très longtemps de cela une appréciation sur le premier opus, c'était à l'époque où le film était sorti justement. Et honnêtement, le premier film, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que, bon, il se regarde bien sûr, mais voilà, c'est pas non plus une valeur à la pâquerette, voire même un chef-d'œuvre absolu, bref, c'est un bon divertissement, mais sans plus quoi. C'est pas le genre de film que tu vas plus garder en mémoire. C'est un film avec Sony, c'est déjà ça de prix. Le second opus, tu sens que les gars ils savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est du Sonic, ils savent que ce sujet il faut le maîtriser avec bonne légèreté et qu'il faut pas faire n'importe quoi avec quoi, tout aussi simple que ça. Et ensuite vient le troisième opus qui pour moi, bon, sans surprise, est le meilleur opus de cette trilogie et de loin. Déjà parce que premièrement, niveau effet visuel, on est clairement sur du gros level quand même, surtout au vu de ce qui sort de nos jours. Et puis aussi, faut pas oublier que, ça reste quand même Sonic. Et Sonic, bon après j'y connais rien, mais je sais qu'il faut pas trop jouer avec les codes de Sonic en général, parce que je sais que ça peut donner de très... Mais je peux quand même vous garantir que, sans avoir vu Sonic, ou même sans avoir joué à un seul Sonic qui soit, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un film Sonic. Déjà, le truc avec le Super Saiyan Emerald ou je sais pas quoi, ça marche du tonnerre, même si ça rappelle un petit peu Dragon Ball Z, mais bon,
Au niveau plagiat Dragon Ball Z, je pense qu'on n'est pas très loin. Et puis, détail important, on a retiré les humains de l'histoire. Enfin, retiré, on les a clairement mis de côté comparé aux opus précédents. Et je peux vous garantir que pour avoir vu les 2 films précédents, surtout il n'y a pas si longtemps que ça... Oh putain, ça fait du bien. Alors attention, je n'ai absolument rien contre eux, hein. C'est pas ça la question. Les acteurs ils jouent très bien, ce sont des bons personnages, hein. Je les aime bien. Mais quand tu parles de Sonic, à savoir une mascotte de jeu vidéo dont tu as envie de le voir courir vite et de tabasser plein de robots par-ci par-là, etc., et bah voir des humains à côté, ça fait extrêmement tâche. Et ça c'était la grosse erreur du 2e opus, à savoir le fait qu'ils prenaient trop de place, surtout le fait que ils étaient en train de se marier. Mais franchement, moi je trouve qu'on s'en bat les couilles de savoir s'ils se marient ou pas. Qu'ils se marient ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous ce qu'on veut c'est voir Sonic tabasser des monstres à droite à gauche par-ci par-là. Bref, quelque chose, donnez-nous du spectacle au moins, s'il vous plaît. Mais ce que j'aime bien aussi, ce qu'ils ont fait avec les personnages humains, c'est que certes, ils les ont carrément mis de côté comparé au reste de l'histoire, et ça fait un bien fou, vous imaginez pas à quel point, mais surtout, bah, ils ont fait aussi un truc qui est super intéressant pour le bon développement de personnage de Sonic, c'est, bah, ils ont carrément mis le personnage principal masculin dont j'ai oublié le nom, bah, carrément dans le coma, faisant presque croire à sa mort, donc du coup il est quasiment laissé pour mort, et il est au stade de mort imminente, bref t'as capté. Et ce qu'ils ont fait avec le personnage de ce personnage là, et bah c'est qu'ils ont permis à Sonic de un petit peu plus évoluer, et surtout, bah, changer un peu plus de personnalité avec le temps, se rendant compte de qu'est-ce qui est advenu Shadow. Shadow qui d'ailleurs est un personnage super intéressant et n'est pas du tout un personnage dark et sombre comme le font transcrire pas mal d'autres films et séries qu'on a vu ces dernières années. Et surtout aussi au fait que, bon, vu qu'il s'appelle Shadow, forcément qu'il doit être dark, qu'il doit avoir une moto et des flingues, etc., etc. Mais ce qu'ils ont fait avec le personnage de Shadow, c'est que ils lui ont donné un bon développement de personnage, à savoir une histoire avec une jeune fille pour lequel bah, ils ont développé des sentiments ensemble. Ouais, parce que j'ai vu que certaines personnes ont gueulé parce que bah, Elise et Sonic, bah voilà, ils avaient une romance entre les deux. Mais par contre, quand c'est Shadow et cette petite fille, là je vois personne gueuler. Je sais pas, c'était juste un petit détail que je voulais mettre sur la table. Hein. D'ailleurs, Jim Carrey, je sais pas du tout ce que vous lui avez fait bouffer les gars, mais très franchement, il est à son top. Il est en forme, il est au max de sa puissance. Bref, le gars, tu sens qu'il fait pas semblant. D'ailleurs, ils vont jusqu'à... Bon ouais, parce qu'ils ont 2 Jim Carrey carrément, à l'image de Ezra Miller, mais... Bon, c'était dans ce film-là, quoi, je pense que vous avez capté. En bref, tout ça pour dire que les gars de Paramount, ils ont parfaitement compris ce qu'il fallait faire avec Sony. Déjà, bon, pas prendre leurs spectateurs pour des cons, et surtout aussi, bah, un petit peu les faire grandir. C'est aussi ce que j'avais demandé, par exemple, dans mon top 5 des films les plus attendus de l'année, à savoir que faire grandir leurs spectateurs jeunes vers juste les faire grandir pour les faire comprendre qu'ils grandissent eux aussi. Et quand tu vois qu'il y a eu des gosses qui se sont éclatés à regarder le film et en ont presque pas perdu une miette pour la plupart, et bah ça fait extrêmement plaisir à voir. Bon, t'as eu aussi des gosses casse-couilles juste derrière moi au siège qui ont décidé de faire un boucan parce qu'ils se sont dit que ce serait une bonne idée de foutre un boucan au milieu de la salle de cinéma. On vous remercie pas les gars, rien que pour ça. Même si niveau scénariste et réalisateur, bon c'est que des gens qu'on connaît pas, mais bon c'est pas si grave que ça, puisque de toute façon bah, ça leur fait un petit peu d'expérience et de la visibilité, parce que ça donnera envie pour certains et certaines qui ont fait ce film de vouloir aller voir ce qu'ils ont fait à côté. Et quand on voit des gens passionnés qui ont fait ce qu'ils ont fait là avec Sonic 3, et bah ça fait extrêmement plaisir. Et rien que pour ça, et bah il mérite amplement cette 10e place. Mais là, vous vous en doutez, maintenant, on va entrer dans la 5e place et là, on va vraiment parler à propos de choses sérieuses. On va vraiment voir ce qui nous a été servi cette année et croyez-moi, niveau pépites, on est très bien servi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Souvenez-vous d'un temps très reculé, mes enfants. Il y a très longtemps de cela, et ça vous le savez malheureusement pas, eh bien des gens clamaient que le cinéma français était mort, que plus personne n'allait voir leurs films, que le cinéma français c'était nul, et que plus personne n'osait faire des entrées pour des comédies françaises claquées au sol et nul à chier. Et là, 21 jours, un grand miracle sur le grand écran. Un film français qui mettra tout le monde d'accord. Et ce film français, c'est Le Comte de Monte Cristo. Il est venu lui-même en personne sur le grand écran du cinéma nous montrer très exactement ce que c'est que de faire des bons films français. Et ça... Le Comte de Monte Cristo, sûrement le film français qui a le plus fait parler de lui. En même temps, vu la gueule des autres participants, ça m'étonne pas que d'autres aient fait beaucoup moins de prix que ce dernier. Bon, après, il y a eu aussi Sous la Seine, mais
bon, sous la scène, hein. Bon, encore une fois, bien sûr, j'ai fait une appréciation sur ce dernier, donc je ne veux pas me répéter sur ce que j'ai déjà dit justement, mais ça fait du bien d'avoir un bon film français. Et par rapport à ce que j'avais dit, par rapport à la fin du film, eh ben, je vous avais dit que j'avais justement été déçu dans cette appréciation. Et hélas, malheureusement, c'est bel et bien le cas. La fin du film, c'est Yves Montand qui, bon, a eu ce qu'il méritait et eu ce qu'il voulait, à savoir sa vengeance. Mais le truc, c'est que ça se termine sur une simple happy end et c'est un petit peu dommage. Sachant qu'en plus de ça, on sort d'une fin remplie de rebondissements, remplie de scènes frappantes et remplie de scènes belles, quoi, tout simplement. Et là, tu termines sur une fin qui se termine comme ça, à savoir avec Yves Montand qui fait du bateau tranquillement comme il avait voulu, comme il avait toujours fait justement. Mais en ce qui concerne son mariage, bon, je me doutais qu'ils allaient pas se marier comme ça, mais moi je trouve que en termes de fin, ils auraient peut-être pu faire quelque chose de un peu plus mieux. Mais en soi, déjà, je vais pas me plaindre. Déjà, c'est étonnant, voire même choquant, que je tienne devant un film de 3 heures. Et si vous avez pas du tout combien de temps c'est 3 heures, et pour vous donner un indice, c'est extrêmement long. Je sais même pas si vous, en une demi-heure, vous avez été capable de tenir jusqu'ici ma vidéo YouTube. Mais alors, imaginez 3 heures de film. Hein. Je vous laisse un petit peu imaginer la chose. Tout ça pour dire que franchement ça fait du bien aussi d'avoir un bon film français comme ça, bon qui dure longtemps certes, mais qui ne fait presque pas nous dire que ça fait combien de temps que le film il se termine en fait. Parce que ouais, il y a combien de films que l'on a regardé comme ça et où on s'est dit putain vas-y c'est quand que ça se termine, putain on attend que ça. Déjà parce que dans ce film il se passe beaucoup de choses et ça te captive en permanence et ça c'est bien, notamment dû à la performance de Pierre Niney qui putain mais il crève l'écran mais d'une force absolument ahurissant au point que à chaque fois qu'il se déguise en un autre personnage que lui-même, et ça en devient frappant. Comment est-ce qu'on arrive presque pas à le reconnaître? Je pense par exemple à la scène où il joue le mec un peu obèse. Bon déjà, imaginez Pierre Niney obèse, ça paraît impossible puisque le gars, bon tu le connais, svelte et tout, mais surtout le gars il joue tellement bien ce personnage là que pendant une seconde j'ai pas du tout cru que c'était Pierre Niney et il suffisait juste qu'il enlève son masque pour que je me dise putain mais c'était Pierre Niney depuis le début. Mais comment c'est possible que le mec il arrive à jouer aussi bien chaque personnage? Parce que ouais les gars, je vais vous faire un petit scoop, mais jouer plusieurs personnages à la fois dans un seul et même film en tant qu'acteur, c'est extrêmement difficile, c'est même très dur. Certains, ils n'y arrivent même pas. Et pourtant, Pierre Niney, il a réussi à le faire avec un énorme succès. Et ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et quand je pense derrière, il y a des gens qui disent que le film, il a fait suffisamment d'entrées en France sous prétexte que c'était des gens d'extrême droite qui sont juste venus aller voir un acteur parce qu'il était blanc. Ah là là, ce qu'il ne faut absolument pas dire pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Il faut assumer tout ce que tu dis, c'est tout. Il faut vachement peser ses mots, tu vois. Si tu sais que tu n'auras pas les cornets d'assumer ce que tu dis, tu fermes ta gueule et c'est tout, tu vois. Parce qu'après, le retour d'Auboumois dans la gueule, ça fait très mal. Ah, attendez, on me dit à l'oreillette que Pierre Niney a une info à ce sujet. Mais est-ce que tu crois que parce qu'on est blanc, ça a marché en une année? On a mérité notre place comme tout le monde, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? On a mérité comme tout le monde. Et c'est la pire des insultes que de dire le mec il a réussi parce qu'il est blanc. Moi je viens d'une ville, mon frère, où on a tous poussé ensemble. Et c'est pas, je te dis pas ça pour faire beau devant la caméra, je te dis ça parce que c'est la vérité. Depuis la maternelle, mon frère, on était tous mélangés. Toute nationalité, religion, tout confondu, mon frère. Alors que les gens aujourd'hui veulent me faire passer pour un mec qui traîne qu'avec des blancs. Je suis désolé mon frère, là tu m'insultes. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'insultes et viens me le dire en face. Ah ouais, d'accord, puissant contre-argument, je valide encore une fois, et il valide très bien, je suis sûr lui aussi. Parce que ouais les gars, j'ai oublié de vous dire un truc, le film, bon, la dernière fois que j'avais fait mon appréciation, le film était déjà à plus de 8 millions d'entrées. Et c'est énorme déjà, 8 millions d'entrées. Mais en plus, il a quand même été capable de, entre-temps, dépasser le stade des 9 millions d'entrées. Et 9 millions d'entrées, c'est encore plus énorme, hein. Je vous laisse un petit peu imaginer la chose. Hein. Et il y a des gens qui derrière viennent me dire que « Ah mais vas-y, le film il est surestimé, c'est pas le genre de film qu'on mérite d'avoir vu. » Et moi je trouve que ça c'est du culot mais quasi énorme. Depuis des années on fait que se plaindre que ouais mais vas-y le cinéma français c'est plus comme avant, ça se vend plus et nanani nanana. Et là maintenant quand un film comme Le Comte de Monte Cristo fait des scores ahurissants au box-office français, et il y a des gens qui derrière viennent se plaindre en disant que putain mais vas-y ce film français il est trop sous-coté, c'est nul à chier, vas-y pourquoi est-ce que c'est ce genre de film qui est mis en valeur plus qu'un autre? Surtout que si vous avez une personne devant laquelle vous avez envie de vous plaindre, et ça devrait être moi. Parce que ouais, mon appréciation sur Le Comte de Monte Cristo justement a fait plus de 250 vues et quelques, tout au plus. Je sais pas du tout quels sont les chiffres, de toute façon ils sont devant vous. Mais disons que pour faire simple, c'est aussi un petit peu grâce à moi que le film a dépassé les 9 millions d'entrées.
Vous voulez savoir comment? Eh ben c'est simple, ces 250 millions de personnes ont été parfaitement convaincus de la préséance que j'ai donnée vis-à-vis du Comte de Monte Cristo. Et comme ils ont été convaincus, eh ben je leur ai donné carrément envie d'aller voir ce genre de film. Et du coup, grâce au bouche à oreille qu'ils ont pu faire aux côtés de leurs potes, eh ben les nombres d'entrées se sont cumulés petit à petit, ce qui a donné ce merveilleux chiffre de 9 millions d'entrées. Ah ben de rien les gars, hein, j'aime bien contribuer à des bons films du cinéma français. En tout cas, s'il y a bien un film à voir cette année, et surtout tant qu'il est encore à l'affiche, bah c'est lui. Faites encore monter ce film en termes d'entrée. On veut que ce film-là perce un peu plus et surtout partout dans le monde, histoire de bien tamponner fort ce qu'on veut au cinéma français. On veut ce genre de film-là, un bon film bien qualitatif. Voilà, si on va au cinéma et qu'on paye ce genre de tickets pour ce genre de choses, même si les billets sont chers et que c'est en inflation et surtout bon, que les salles de cinéma c'est pas toujours très agréable, surtout avec les gens qu'on fréquente, bien sûr, ça je dis pas. Mais voilà, au moins, les meilleurs sacrifices, dites-vous qu'ils seront toujours nécessaires, et ce peu importe les circonstances. Bref, Les Contes de Monte Cristo, excellent film, l'un des meilleurs films français qu'on ait eu depuis ces 5 dernières années. Et encore, dites-vous que j'ai raté certaines masterpieces de notre cinéma français. Mais bon, faut dire en même temps, quand on veut parler que de la merde, hein, forcément, il y a plein de gens qui applaudissent, hein, c'est sûr. Et si vous pensez que ce sera le seul film français avant, bon, des années, parce qu'on connaît le cinéma français de nos jours, eh ben, vous vous trompez. Rien que les projets qu'on prévu pâter justement pour l'année 2025 et même 2026. Oh non, s'il te plaît Philippe, ne fais pas ce genre de merde, par pitié. Et bah, il y a des projets dans cette liste-là qui m'a l'air super intéressant pour la suite et qui me donnent franchement envie d'aller voir tout ça. J'ai hâte d'avoir le budget pour et aussi peut-être vous en faire des après-séances, on sait jamais. Parce que ouais, les films qui suivront après ça donneront très franchement envie et on attend que ça pour la suite et en espérant que le cinéma français nous propose de plus en plus de qualité pour les 5 à 10 prochaines années qui viennent. Parce qu'on est fatigué d'avoir que de la merde à longueur d'année. Un aussi grand fan que moi ne pouvait pas se dire qu'il avait potentiellement raté le meilleur film Transformers qui n'ait jamais été donné de voir. Transformers 1 est sans conteste forcément le meilleur film Transformers, mais ça je pense que tout le monde l'a déjà dit, on va essayer d'être au minimum plus original. Encore une fois, après séance, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais il y a juste 2-3 trucs que j'aimerais quand même rajouter parce que j'ai revu le film quand même récemment et je l'ai quand même vu en VO et Chris Hemsworth est bluffant, voire même presque à la limite flamboyant à certains extraits. Il arrive tellement bien à jouer ce jeune Orion Pax qu'à un certain moment j'ai eu l'impression de plus avoir affaire à Orion Pax que le Chris Hemsworth qu'on connaît aujourd'hui, comparé à ce qu'on a vu par exemple dans Mad Max Fury Road justement. Et pour les autres doubleurs c'est quasiment la même chose. Brian Tyler Henry nous a incarné un de ces Mégatrons, lui aussi flamboyant et lui aussi exceptionnel, hein, ce Transformers archi comment dire, révolutionnaire en fait, tout simplement. Ce Transformers révolutionnaire voulant carrément se rebeller contre un système au point de carrément vouloir le détruire est magnifiquement bien interprété par ce dernier et qui je connaissais même pas avant ce film là, donc très franchement c'est exploitant tellement c'est ouais, en gros, pour dire que c'est un exploit, en fait, aussi simple que ça. D'ailleurs, petite information en ce qui concerne Bumblebee, qui est en fait doublé en français par Philippe Lachaud. Mec, si t'es aussi ouf en acteur, deviens doubleur. Si tu es aussi excellent dans ce genre de film-là, on veut te voir en doubleur à partir de maintenant. Rejoins notre grande confrérie de mecs qui adorent la VF, s'il te plaît. Surtout à une époque où des gens ils discriminent la VF sans raison. Ouais, je sais pas ce que j'ai en ce moment contre Rage en particulier, mais à ce stade-là... Je n'ai jamais tort. Voilà, c'est comme ça, je n'ai jamais tort, j'ai toujours raison. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, ensuite, niveau animation, je n'ai quasiment rien à dire. C'est bluffant, c'est beau. Bref, c'est absolument tout ce que vous voulez. Mais par contre, si je l'ai mis assez bas, genre vraiment en 4e position, et c'est pour une petite raison. Quand j'ai revu le film, je me suis rendu compte de quelques ficelles scénaristiques qui ne tenaient malheureusement pas debout. Par exemple, la garde d'élite de Sentinelle qui, bon, s'est retrouvée exilée, certes, mais qui du coup se permet de revenir à Yakon avec un train, déjà la question se pose, ils l'ont trouvé où le train? Parce que ouais, c'est ça la vraie question aussi. Puis ensuite, la personnalité de DCS qui change un petit peu trop brusquement à mon goût. Bref, déjà tu peux te dire que il y a quelques scènes où tu sens c'est de la facilité scénaristique à plat vent. Et vous allez me dire, après attention, c'est juste 2-3 petits détails de scénario qui soient pas aussi gênants. Justement, tu t'en rends peut-être pas compte dès ton premier visionnage, c'est vrai. Mais quand tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu revois le film et que tu te contentes de le suivre avec ses incohérences scénaristiques en tête, tu te dis... Ah ouais, là c'est pas vraiment crédible, t'as vu, c'est... Après, j'ai pas parlé en détail de la musique de Brian Tyler, mais il y a un moment dans le film
où sa musique elle prend une envolée quasi exceptionnelle, ça en fait quasiment tellement la meilleure scène du film que à chaque fois que je revois cette scène, bah ça me donne presque envie d'aller revoir le film tellement cette scène est extraordinaire. À partir du moment où Megatron se met à lâcher Orion Pax dans le vide et au bout d'un moment bah s'apprête à mourir hein, justement, et bah il y a une musique qui se lance. Ne compte plus sur moi pour te sauver. Et après ça enchaîne sur un violon absolument magnifique. Et ensuite, ça se met à monter un peu plus en intensité. Au fur et à mesure que le montage alterné s'alterne justement entre Orion Pax qui tombe dans le vide jusqu'à rejoindre les Prime, tandis que D16, ou plutôt bientôt Megatron, est en train de tuer chaque soldat jusqu'à atteindre Sentinelle et finalement ainsi le tuer. Et après, l'instrument commence à se déchaîner et à montrer la tragédie même de cette scène, tellement elle est puissante. Et puis ensuite, une fois le décollage de Optimus attamé jusqu'au lieu central de Yakon où se situe la bataille finale, et Optimus finit par atterrir et à ce moment-là, la musique prend un grand silence et après ça, ça te fait presque dire que ce film est génial en fait, tout simplement. T'as vu le meilleur film Transformers juste grâce à cette scène. On parlera de son flop malheureux, mais vraiment très malheureux dans une prochaine vidéo, en espérant qu'elle arrive très bientôt et en espérant surtout que je puisse la faire au plus tôt. Parce que oui, Transformers 1 a été un énorme flop. Personne, je dis bien personne, n'en a parlé autour d'eux et on en a fait un marketing en fait, aussi simple que ça. Et ça, je leur en veux énormément. Mais bref, dites-vous que au plus tôt, j'essaierai de faire une vidéo sur le marketing de Transformers 1 pour vous montrer à quel point ce film a été un échec commercial et auquel il faut lui donner sa chance parce qu'il mérite amplement. Mais en attendant, profitons de la chance d'avoir eu un aussi bon film jusque-là. Et si vous kiffez mes vidéos jusqu'à maintenant, et que vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos qui viendront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, ça fait quand même toujours aussi plaisir. Godzilla. -1. Passons maintenant au second one, à savoir Godzilla -1. Et très franchement, soyons honnêtes, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a absolument tous dit sur ce film, tellement il est extraordinaire. Putain, déjà, on va aussi parler du plus évident à propos de ce film, parce qu'on est obligé d'en parler quand même. Ce film a coûté, accrochez-vous bien vos oreilles, 15 millions de dollars. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est, 15 millions de dollars, si tu veux, c'est un peu comme si tu faisais une bonne tarte aux pommes, bien bonne, etc., etc., mais que, à faire, il t'avait coûté quasiment 3 centimes. Bon, j'exagère en soi, mais je pense que vous voyez plus ou moins l'idée. Hein. Pour vous donner un gros titre de comparaison, il y a des films qui sortent aujourd'hui qui coûtent 200 millions de dollars. Et dites-vous que 200 millions de dollars, c'est la moyenne générale de tous les blockbusters hollywoodiens. Hein. 200 millions de dollars, imaginez ce que vous pouvez faire avec. Surtout en plus avec une licence que les hollywoodiens se permettent de recycler depuis quelques années maintenant. Les mecs, ils se permettent de débarquer, de venir et de dire que les gars, ils ont fait le film le moins cher de ces 20, 25, peut-être même 30 dernières années. C'est incroyable. Dites-vous que la dernière fois qu'un film a coûté plus de 15 millions de dollars, bon, je pense que c'était il y a vraiment des années et des années, mais ça devait être, je crois, Star Wars, hein, pour les plus populaires d'entre eux, et encore, ça se trouve, j'en rate certains. Et surtout, dans le flop de l'année, on a quand même parlé aussi de Godzilla X Kong New Empire, qui lui a coûté, 230 millions quand même, et quand tu vois le résultat final, niveau effets spéciaux, ça reste pas mal et plutôt bien fait, mais quand tu passes à côté de Godzilla -1 quand même, tu te dis que c'est clair que tes effets spéciaux là, quand on regarde ton film de merde, ils sont clairement pas au niveau. En fait, les Japonais, c'est comme si c'était Léonidas et Spartiate qui arrivaient devant Hollywood et ils disaient ce genre de choses. Toi là-bas, t'as coûté combien 160 millions de dollars, monseigneur. Et toi là, avec le dragon à 3 têtes, t'as coûté combien 170 millions. 110 millions. Et toi à peine 130. Japonais, dites-leur combien notre film a coûté 15 millions de dollars.
Vous voyez les Hollywoodiens, j'ai des meilleurs effets spéciaux que vous. Et je vous vois arriver avec vos commentaires derrière vos écrans à vous dire ouais mais vas-y le film il a des beaux effets spéciaux pour 15 millions de dollars, ok, mais les niveaux scénario ça doit pas forcément voler bien haut, hein. Je veux dire ce film il doit certainement un petit peu puer la merde si vous voulez mon humble avis, hein. Un niveau scénario ça doit pas être aussi ouf que ça, hein. Et bah quand on te raconte l'histoire d'un soldat japonais post-seconde guerre mondiale qui doit apprendre à se relever de cette terrible tragédie afin d'affronter un monstre destructeur de bâtiments et d'immeubles pour remettre les Japonais à leur place après toute la guerre qu'ils ont causée autour d'eux, et bah laisse-moi te dire que niveau histoire on est déjà très bien. Bon déjà que ce soit écrit par des japonais c'est fort parce que les japonais dans la seconde guerre mondiale ils ont joué un rôle assez atypique, hein, mais bon, si vous êtes étudiant en histoire, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Et puis de toute façon, ça a toujours été aussi ça, le mythe de Godzilla, et ce depuis 1954. Le Godzilla de 1954 a existé, tout simplement parce que ça devait être une punition, bon, pas divine, mais une punition envers les citoyens japonais pour avoir utilisé, enfin pour s'être en tout cas pris l'arme nucléaire de plein fouet, et aussi avoir été beaucoup trop puissant, et surtout vouloir étendre leur dictature tout autour du monde. Et avoir un monstre comme celui-ci, remettre en place tout le gouvernement japonais pour ce qu'ils ont fait, et ça en rendait le film que plus fort, même 70 ans encore aujourd'hui, et encore si j'arrive à calculer. Et chaque personnage en est que plus attachant. Le personnage principal, je me suis attaché à lui dès les premières secondes du film, puis ensuite les autres personnages principaux qui ont suivi à côté, je me suis tellement attaché à eux que lorsqu'arrive la mort de l'un d'entre eux, je ne peux que me sentir encore plus envahi émotionnellement parlant, tellement c'était fort. Ensuite, niveau musique, je sais pas quoi dire, hein. Niveau musique on est exceptionnel, hein. En même temps quand tu reprends la BO des anciens Godzilla et que tu te permets de l'exposer en exposant que le fait que ce sont des films, Godzilla exceptionnel, j'en perds ma langue, je sais plus quoi dire. D'ailleurs la bataille finale elle est tellement bien construite et tellement bien racontée que très franchement je crois qu'on est là face peut-être au meilleur climax de cette année. Et encore dites-vous qu'à côté on a Transformers 1 et les 2 prochains films qui vont venir juste après. Même les prestations d'acteurs elles sont excellentes, franchement je vois pas du tout ce que je peux dire de plus à propos de ce film, si ce n'est peut-être d'aller le voir pour constater de vous-même les propres faits et de vous rendre compte que niveau cinéma japonais, franchement les gars ils savent faire, vraiment ils savent faire, et pas que des animés, et ça franchement ça fait exceptionnellement plaisir. Et encore une fois je préfère le rappeler, avec seulement 15 millions de dollars, 15 millions de dollars dans le domaine du cinéma, c'est rien pour faire un film, hein. Je pense que Hollywood s'il dépensait 15 millions de dollars, ce serait uniquement que sur une scène, hein. Mais après ça capoute les gars, ils pourraient pas faire plus ou moins cher que ça. Il y a des années de ça, j'avais perdu espoir pour DreamWorks. Et pourquoi ? Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Là où Pixar, pendant des années, ils ont fait que brasser et que nous prouver que les gars, ils savaient faire de la qualité en guise de année en année, malgré un ou deux ratés, et DreamWorks, à savoir leur rival à cette époque-là, eux nous proposaient soit des films bons, soit moyens, voire même catastrophiques pour la plupart, dont on s'en souvient encore aujourd'hui. Et DreamWorks, ils ont fait que brasser, soit dans le sens du poil le public, ou soit ont essayé de leur proposer au minimum quelque chose de un peu plus nouveau, de un peu plus novateur. Bref, ils ont essayé de se varier sur les thèmes qu'ils voulaient raconter. Petit à petit, au fil que le temps passait, DreamWorks n'ont fait que enchaîner les désillusions et surtout les déceptions. Surtout à cause de leur film Kraven, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est un film DreamWorks qui s'est vu énormément flopper et fait partie de l'un des plus gros flops de l'année dernière. Et quand ils sont revenus avec The Wild Robot, on pouvait que s'attendre à quelque chose de bien de la part de DreamWorks. Les gars, ils ont essayé de proposer quelque chose de plus différent, surtout qu'en plus de ça, leur dernier DreamWorks, à savoir Kung Fu Panda 4, c'est plutôt bien voté au box-office, donc vraiment, The Wild Robot, ça devait être le nouveau tournant que devrait prendre DreamWorks, et surtout, ce qui allait être annonciateur de ce qu'allait vivre DreamWorks pour les prochaines années qui suivront. Et la baffe que je me suis prise, c'est incroyable. Dites-vous que ce film, il a failli ne pas finir dans le top de l'année, hein, dites-vous. Je l'ai vu vraiment à la dernière seconde. Pour vous donner un aperçu, c'est le dernier film de l'année que j'ai vu l'année dernière. Bon, déjà, l'histoire de ce robot qui se retrouve paumé au milieu d'une île dans laquelle vivent beaucoup d'animaux et avec lequel il va devoir sympathiser pour vivre en paix, c'est une histoire très originale. Ensuite, le simple fait qu'elle va devoir se retrouver parent, parce que oui, ce robot est une femelle, c'est compliqué. Et ce film, il est incroyable pour une bonne raison. Sa narration,
ultra bien maîtrisé, vous n'imaginez même pas à quel point. Le film commence par ce robot qui n'arrive pas à s'intégrer au sein de la nature, et plus le temps va passer, plus il va réussir à s'intégrer à la nature, au point d'avoir élevé un animal de cette nature justement, de cet écosystème, pour lequel il va devoir participer pour pouvoir en prendre soin, déjà en faisant grandir son propre fils, parce qu'à ce stade c'est quasiment son fils, mais surtout en même temps en développant des sentiments pour cette nature, pour cet environnement, et surtout pour son propre fils adoptif, afin qu'il grandisse dans les meilleures conditions possibles. Tout ça pour qu'au final sa propre mission finisse par le rattraper, enfin sa mission principale du coup, à savoir après j'ai vu le film en VO sans sous-titres, hein, du coup je pouvais pas comprendre le fil de l'intrigue. Et si tu suis en plus de ça le personnage principal qui grandit avec le temps, et que tu le vois grandir au fil du temps, au point que quand arrive la fin du film, t'arrives à presque à ressentir de la nostalgie pour un truc que t'as déjà vu il y a déjà 2 heures, c'est fort. Franchement c'est ultra fort. Ressentir de la nostalgie pour un truc que t'as vu en début de film, soit il y a à peine 2 heures, c'est extrêmement fort. Je sais pas c'est qui les scénaristes qui ont construit ce film là, mais très franchement ils ont eu du boulot et ils l'ont réussi. Et même niveau animation c'est juste magnifique. Regardez-moi ces panoramas, regardez-moi cette beauté visuelle, regardez-moi ces paysages absolument réalistes et magnifiques, regardez-moi juste les expressions faciales de chacun des personnages, tellement ils sont réalistes, fastidieux et fascinants. Ce film il est tellement incroyable. J'ai eu l'impression d'avoir à être face à un Pixar, ou un Ghibli, ou une fusion improbable des deux presque, alors que je rappelle que c'est quand même DreamWorks, les gars qui sont quand même occupés de Gang de requins, et voilà comment il était moche, Gang de requins en plus. Ce film, il te prend tellement par les émotions, que franchement tu peux en être que plus investi au fur et à mesure que le film avance, et ça en est une réussite quasi incroyable. J'ai rarement vu, voire même pratiquement jamais vu un film aussi incroyable que celui-là depuis que DreamWorks est né. Déjà en termes de beauté visuelle, je crois que la dernière fois que DreamWorks a fait un film aussi beau, c'était La Route d'Eldorado, hein. Et ce film est sorti il y a 25 ans maintenant. Aussi, il faut qu'on parle du fait qu'on arrive tellement facilement à s'attacher à ce robot qui essaie de s'intégrer au sein de la nature. Mais bon, s'attacher à un robot, c'est pas la première fois qu'on a vu ça cette année. Mais bon, faut dire qu'on a eu un sacré concurrent quand même si The Wild Robot a été beaucoup trop supérieur face à ce dernier. Avec un tel niveau de perfection, on peut aussi que se poser la question, si ce film est aussi incroyable que ce dernier, et comment c'est possible qu'il y ait encore un film dont on n'ait pas parlé ? Et pour la simple et bonne raison que ce film, c'est quasiment un choix personnel pour lequel j'ai décidé de le mettre en top 1. Mais il est vraiment en top 1 depuis que je l'ai vu en fait. Dès que je l'ai vu, je savais que ce serait quasiment le meilleur film de l'année. Mais vraiment dès le début. Et ça, je vais vous l'expliquer plus en détail parce que, après ce film qui était tout simplement incroyable, il faut aussi qu'on parle de son rival qui lui a fortement bien tenu tête. Sarcasm. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. J'ai toujours été de la team de Pixar depuis que je suis tout petit. Donc évidemment que j'allais mettre Vice Versa 2 en numéro 1 de cette année. Ça ne pouvait être que lui et je n'aurais jamais pu en mettre un autre. Bon, niveau animation, c'est clair qu'on est plutôt loin d'un The Wild Robot, mais il n'a rien à envier à ce dernier. Déjà, bon, il a des décors beaucoup plus variés que son opus précédent, et puis surtout, même en termes de détails, la sueur que l'on voit putain, comment il s'appelle, l'autre meuf, là, j'ai oublié. La sueur sur Riley en est que de plus visible dès qu'on la voit faire du hockey sur glace, et même son développement de personnage est super intéressant, parce que ouais, aussi choquant que cela puisse paraître, Riley est une personnage. Oui, c'est cohérent d'un certain point de vue. Ce qui du coup rend ce film tout simplement magnifique et beau malgré tout, et ce grâce à ces quelques détails parsemés d'un petit peu partout, notamment sur la matière. Et rendre une matière superbement bien faite en animation, déjà c'est un exercice très dur et très difficile à faire, mais surtout malheureusement sur ce point The Wild Robot est au stade un petit peu en dessous, même si ses décors restent quand même magnifiques malgré tout. Ensuite niveau histoire, je sais pas quoi dire, c'est sûrement l'un des meilleurs Pixar qui nous ait jamais été présenté. Surtout la meilleure suite Pixar qui nous ait jamais été donnée jusque là, et déjà que faire une suite, bon c'est très compliqué à faire parce que tu dois dépasser l'original quand même, mais surtout faire une suite au sein de Pixar, je crois que la dernière fois qu'une suite avait été aussi bien réussie c'était pour Toy Story 2, et encore ce film n'est pas meilleur que son prédécesseur. Aussi je ne parlerai même pas de la phrase je pense qu'on peut pas arrêter l'anxiété, parce que je pense que celle-là elle est tellement rentrée dans la tête de certains que ça va être très difficile de se la sortir, tellement elle t'impacte émotionnel parlant. Le simple fait que l'anxiété veut arrêter Riley pour absolument tout ce qu'elle va faire dans sa vie, alors que malgré tout elle arrive presque à en être totalement à côté de la plaque. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle anxiété dans le film, c'est aussi ça. L'anxiété
c'est un état émotionnel qui te fait presque mettre de tous les états à chaque fois que tu te dis que soit tu peux pas réussir un truc ou soit tu dis que tu vas échouer, et ce qui fait que ça met en valeur tes émotions qui se surémotivisent et qui fait que tu sais plus du tout si tu vas réussir ou pas, au point que tu finis par en avoir des doutes. Et à chaque fois que tu vois Ridley sur le terrain, tu te demandes si elle va à chaque fois s'en sortir. En fait, c'est un film qui te fait connaître ton personnage depuis le début, mais à chaque fois, tu sais jamais si elle va s'en sortir ou pas. Ce film, il t'attrape émotionnellement. C'est pour ça que ce film, il part d'émotion à chaque fois. C'est parce que à chaque fois, tu te demandes si ton personnage, il va s'en sortir ou pas à la fin du film, et s'il y arrivera à se sortir de quelconque situation. Et c'est en ça que ce film, il est passionnant à suivre. C'est que à chaque fois, tu as envie de voir ton personnage préféré réussir, et ce, peu importe les adversités qu'il ou elle affrontera. Parce que oui, il y a certaines théories qui sont apparues sur internet. Par exemple, le simple fait que Ridley serait potentiellement non-binaire. Et ça, je vous avoue que cette théorie, elle me plaît beaucoup. Mais vous savez, il y a aussi un autre scénario préliminaire qui a été viré par Disney sous prétexte que certains thèmes étaient peut-être pour eux trop matures. Mais ça, je préfère en consacrer une vidéo à part entière parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Et surtout, la vidéo est déjà beaucoup trop longue à ce stade et je vais pas rajouter encore plus à ce sujet. Mais je vous rejoins quand même sur cet article très intéressant parce qu'il en dit énormément sur ce qu'il y a à dire à propos de Vice Versa 2. Et surtout aussi parce que c'est plus intéressant que de traiter de ce genre de choses en guise de scandale plutôt que de traiter en simple scandale le fait qu'ils ont mis une femme voilée dans ce film Disney. Le climax du film, il t'emporte tellement avec toi qu'au bout d'un moment, tu sais même pas comment est-ce que le film va se terminer parce que le film prend tellement une ampleur et tellement d'ampleur en fait, juste c'est tout, que tu te demandes si le film il va au bout d'un moment se terminer un jour. C'est littéralement une tempête émotionnelle que prend Anxiété justement. Une tempête émotionnelle tellement mise en grand que tu sais pas si le film il va se finir ou pas. Les scénaristes, ils ont tellement poussé les émotions au loin dans ce film que ça en est presque le thème majeur du film et que ça t'emporte presque dans le plein cœur du film justement. Mais la raison qui a fait que ce film est numéro 1 de l'année pour moi, c'est que vous savez, j'en ai vu des films ces dernières années, j'en ai vu plein. Mais quand j'ai vu Vice Versa 2, j'ai eu ce sentiment étrange. Ce sentiment que j'étais presque revenu à la maison après des années et des années. J'ai eu l'impression que j'ai fait 40 001 restaurants tout aussi patchak ou éclatés au sol les uns que les autres. J'ai eu l'impression d'avoir bouffé presque tout et n'importe quoi. Et là, je suis revenu à la maison et je me suis rendu compte d'un truc. En fait, peu importe la bouffe qui sera faite autour de chez toi, ce qui importera, c'est que la meilleure bouffe que tu mangeras de tout le long de ta vie, c'est la bouffe que les parents te serviront. On aura beau te servir 40 001 cheeseburgers du McDonald's, les burgers que te font tes parents chez toi sera toujours meilleur que 31 000 cheeseburgers que tu as mangé dans le long de ta vie. Peu importe les soupes que la cantine te servira, le cholba que te servira ta grand-mère sera toujours meilleur que 40 001 soupes que serviront ta cantine. La pizzeria d'en bas de chez toi aura beau être fait, malgré tout ça, elle sera jamais meilleure que la pizza que feront tes parents à chaque fois que tu rentreras de chez toi. C'est pour ça que j'ai mis dans la miniature de mon après-séance de Vice Versa 2 que je pleure sur ce bol couscous. Parce que le bol couscous, c'est un plat extrêmement délicieux et le meilleur plat que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Et quand c'est mes grands-parents qui le font, voire même mes parents qui le font, c'est toujours le plat que je préfère le plus à côté de tout ce que j'ai mangé dans le long de ma vie, tellement c'est bon. Et comme pendant des années, j'ai grandi avec des films Pixar, c'est Vice Versa 2 qui m'a fait rendre compte de ça, que peu importe tout ce que tu verras, tout ce que tu mangeras et tout ce dont à quoi tu auras à faire, ce sera jamais mieux que chez tes parents. Peu importe les endroits dans lesquels tu habiteras, ce sera jamais mieux que chez tes parents. Et c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment aussi avec Vice Versa 2. Ce sentiment d'être rentré à la maison après des années et des années. Et c'est pour ça que j'attends cette année le prochain film Pixar qui, j'espère, me mettra une aussi belle claque que ce que n'a pu faire Vice Versa cette année. Enfin l'année dernière du coup, mais vous m'avez compris. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que vous avez attendu super longtemps avant de la voir celle-ci. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, etc. Abonnez-vous à cette putain de chaîne YouTube pour faire dépasser la barre des 300 abonnés. On vous attend. Et si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux quand même. Et du coup, après tout ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et croyez-moi que cette année 2025, elle va être ultra charnière pour les prochaines vidéos qui suivront. Allez, c'était Red Satire, tout guard du prêt.